où il y a eu la grande alia de Russie et que Sharon était ministère du Chikoun, ministère de l'Habitat. Et à ce moment-là, on a accueilli très rapidement des dizaines de milliers de Juifs qui venaient de Russie, ou en tout cas qui avaient le droit au retour. Et qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, on a construit très très vite des maisons, des quartiers entiers se sont construits. Et il y a eu aussi, par exemple, des caravanes qui ont été faites. Oui. Eh bien, fidèle au poste, nous retrouvons, comme chaque mercredi, le docteur Daniel Guggenheim pour survoler avec lui l'actualité économique, la presse économique de ces derniers jours. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Bonjour. Alors, on va revenir avec vous, bien entendu, c'est incontournable puisqu'on en parle partout dans les médias, dans les journaux et ici aussi dans ce studio. On va revenir sur la situation des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens, de leur acheminement en Israël. On va parler de leur potentielle intégration, de ceux qui sont juifs et ceux qui ne sont pas juifs. Combien tout cela risque de coûter à l'État d'Israël et aux institutions, en particulier peut-être l'agence juive ? Oui, j'ai vu un sondage publié dans la presse israélienne cette semaine, selon lequel 72% des Israéliens pensent que le gouvernement n'est pas préparé à accueillir les Olim ou les réfugiés d'Ukraine. Je voudrais dire ici que apparemment, ce n'est pas connu du grand public. Il y a eu plusieurs réunions la semaine dernière concernant le point de vue économique, en tout cas, de cet accueil. D'abord, il y a eu des scénarios qui ont été donnés par les différents ministères pour pouvoir justement prévoir des chiffres et également des actions qu'il faut faire pour. Alors, ce qui est intéressant, je crois, c'est d'abord que du point de vue du réfugié, le chiffre qui a été donné comme scénario ne bouge pas. C'est jusqu'à 5000 réfugiés. C'est-à-dire, apparemment, Israël n'a l'intention d'accueillir que 5000 réfugiés. Je parle des réfugiés qui n'ont pas qui ne sont pas éligibles et qui ne seront accueillis ici que parce qu'Israël fait partie du monde entier où il y a un devoir d'accueillir les réfugiés lors d'une guerre. Mais à part ça, concernant les Olim, en Israël, les Olim, c'est pas obligatoirement juif du point de vue de la halakha, mais c'est ce qu'on appelle qui ont le droit. Ils sont éligibles selon la loi du retour. La loi du retour. Et de là, les chiffres varient de 5 000 à 50 000. Oui. Là, Yigal Palmor, qui est le responsable du département international de l'agence juive, nous disait hier qu'il y aura, selon les estimations de l'agence juive, aux alentours de 15 000 Olim d'Ukraine pendant toute l'année, c'est-à-dire pendant les prochains mois. Donc c'est moins que les chiffres. Il y a certains chiffres qui sont très, très importants. On parle de dizaines de milliers. Lui, il dit qu'à l'agence juive, on est beaucoup plus restreint. On parle d'environ 15 à peut-être 20 000 nouveaux immigrants de l'Ukraine. Lui, il est optimiste parce que d'après ce que j'ai vu, point de vue économique et ce qui a été dit dans les réunions, et Bennett était présent, c'était des réunions qui étaient faites avec le Premier ministre, oui. On a parlé de 5 000 à 50 000. Oui. Donc ça rentre dans le cadre, oui. Ça part dans le cadre. C'est vrai. Donc, mais c'est sur la branche moyenne, donc c'est possible. Maintenant, comment financer tout cela ? Quel est le coût d'abord ? Voilà. Le coût est entre 1,5 milliard de shekels jusqu'à 3,5 milliards de shekels. C'est ça le coût qui a été estimé pour les accueillir. Alors, et cela inclut quoi ? Ça inclut d'abord. Il y a un problème d'abord du logement. Quand des gens arrivent, il faut les loger. Je suppose que vous vous rappelez, je ne sais pas si tous nos auditeurs qui sont pas obligatoirement mon âge, de ce qui s'est passé au moment où il y a eu la grande alia de Russie et que Sharon était ministère du Chikoun, ministère de l'Habitat. Et à ce moment-là, on a accueilli très rapidement des dizaines de milliers de Juifs qui venaient de Russie, ou en tout cas qui avaient le droit au retour. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a construit très très vite des maisons, des quartiers entiers se sont construits. Et il y a eu aussi, par exemple, des caravanes qui ont été faites. Oui. Là, ils pensent encore à trois autres solutions. D'abord, le logement public, de voir qu'est-ce qui est possible de faire au point de vue du logement public. Apparemment, il y a des logements publics qui ne sont pas encore où il n'y a personne dedans. On appelle les logements d'Amidar, par exemple. Voilà, du secteur public. Des hôtels, en tout cas à court terme, des camps de l'armée.
Oui. Et également permettre peut-être il y a des gens, vous savez, ils ont de grandes maisons et maintenant on interdit de faire de ça 2 maisons pour pouvoir en louer une partie. Et alors apparemment, il y aurait une loi provisoire qui faciliterait le fait que des gens puissent multiplier par 1 ou 2 l'appartement qu'ils ont pour pouvoir permettre à des gens de les louer une partie. Donc c'est aussi ça qui a été fait et de permettre aussi également... avec des chambres d'hôtes aussi. Voilà, des choses comme ça. Et donc ça, c'est ça, surtout au niveau du logement. Par rapport à votre question qui a été posée, comment financer tout ça? On a parlé souvent ici que le budget, qu'il n'y a pas de déficit budgétaire en ce moment. Au contraire, on a un excédent budgétaire. Et donc, Lieberman a dit, moi, si c'est des centaines de millions de shekels, j'ai aucun problème. Je n'ai pas besoin de faire de restrictions, ce qu'on appelle en Israël, de restrictions générales au niveau des autres budgets. Cette somme peut être donnée sans aucun problème. Donc, il n'y aura pas apparemment, sauf si on est dans la partie haute, il y a si on arrive aux 15 000 lignes que vous dites, donc, apparemment, il n'y aura absolument aucun besoin de rectifier et de collectifs budgétaires pour les accueillir. Et il y a déjà des plans qui sont préparés pour les accueillir. Et bien sûr, il y a d'autres droits qui sont donnés comme un olé ou des choses comme ça. Donc, il n'y aura pas apparemment de problème. Alors ça c'est pour les préparatifs en vue de cette alia de milliers d'olim ukrainiens, donc, et du coup de cette alia donc pour l'État d'Israël. On va parler maintenant avec vous de la commission qui a été chargée de déterminer les raisons de la cherté des produits agricoles. On en a beaucoup parlé, ça fait partie, c'est un des dossiers, on va dire, brûlants de ces derniers mois, la cherté dans les produits agricoles. Et cette commission, elle est pointée du doigt par les agriculteurs. La pointée du doigt. Elle a pointé du doigt par surtout les agriculteurs israéliens. Oui. C'est d'ailleurs un sujet économique, politique. Vous avez, plus votre matière à vous. Ouais. Parce qu'en fait, cette commission a été faite parce qu'une grande partie de la majorité, au gouvernemental, représente des lobbies agricoles. Le parti travailliste, bien entendu, Meretz, et également Kahol Lavan, bleu-blanc, également, est un parti où il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont voté pour, et ils se disent représentants de l'ancien parti travailliste ou de l'ancien des kibbutzim ou des moshavim. Et donc, il y a un grand lobby agricole au gouvernement. Et à l'époque où Lieberman voulait, avec le ministre de l'Agriculture, qui est de son parti, faire baisser énormément les droits de douane sur tous les produits agricoles et inonder le marché israélien de produits agricoles, ils ont dit, ces partis-là, qu'on fasse une commission et qui va siéger pour voir qui est responsable du fait que les produits agricoles sont si chers en Israël. Alors, hier, elle a donné ses conclusions concernant qui est responsable. Et elle a pointé du doigt les agriculteurs en disant la chose suivante. La production agricole en Israël n'a pas augmenté depuis 20 ans. Et en fait, quand on regarde les prix, on voit que 64% du prix, ça vient de l'agriculteur. C'est-à-dire, sur un shekel, 64 akourot est reversé de ça à l'agriculteur. Et le reste, c'est ou les différents intermédiaires ou les supermarchés qu'on connaît qui les vendent. Et donc, ils disent... C'est relativement important. Et donc, ils disent, voilà. Et qu'en vérité, les 36% qui sont pris par les autres intermédiaires, c'est normal, c'est comme depuis l'OCDE, ouais. Et c'est les agriculteurs qui sont responsables. Alors, les agriculteurs répondent à la chose suivante à ça, et on est entre l'économie et la politique. D'abord, d'après eux, c'était des conclusions qui étaient écrites d'avance. Pourquoi dans cette commission, il n'y a pas eu d'agriculteurs qui étaient membres de la commission? Bien sûr, ils ont le droit de parler. Troisièmement, ils ont dit la chose suivante, et ça c'est vrai, la commission n'est pas rentrée dans le détail pour savoir quel est le bénéfice d'agriculteurs. Il est très possible que les 64 akourot qui sont donnés aux agriculteurs ne leur laissent très peu d'argent chez eux, parce que beaucoup a augmenté dans les frais agricoles pour produire depuis plusieurs années. Et donc, la commission ne vient pas dire que les agriculteurs gagnent trop. Ils viennent de dire que c'est eux qui sont responsables de la cherté de la vie. Mais eux, ils disent, si on nous baisse, si on fait ça, alors qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que vous allez supprimer l'agriculture en Israël, parce que de toute façon, on ne peut pas vendre moins cher que ce qu'on vend. Et Wieland, vous savez que sûrement vous le connaissez, Avi Wieland, qui s'est reconverti de la politique, il est maintenant très important dans le monde agricole, il dit, moi je vous dis que si le plan de Lieberman se fait, les endroits comme qui était avant Gush, qui sont au bord de Gaza, des endroits du nord, du Galil et du sud, c'est fini.
il n'y a plus d'agriculture là-bas. Et ça, c'est Israël doit se poser la question. Est-ce c'est quand même des endroits stratégiques? Et s'il n'y a plus d'agriculture à cet endroit-là, c'est un problème. Oui. Deuxièmement, ils disent la chose suivante. Et vous voyez ce qui se passe maintenant en Ukraine et en Russie. Que tout d'un coup, on pensait, et vous toi-même, Liberman, on est dépendant du blé ukrainien. Et tu pensais encore plus, même faire venir des œufs et autre chose pour ta réforme, pour inonder le marché. Et bien maintenant, tu peux pas. Et ça peut se passer par n'importe quel... Donc il faut plus prudence et conserver une production locale. Locale, très importante. Tous les pays d'ailleurs le font. Et les pays qui n'ont pas fait le regrettent. Et ils lui disent même, et la dernière chose qui a été publiée cette semaine aussi, par exemple, Lieberman vient de publier pour les poissons, que les poissons sont très chers en Israël, c'est vrai. Et il a dit, moi, j'ai baissé tous les droits de douane et je vais inonder le marché israélien de poissons. Alors ils disent deux choses. D'abord, ça s'est fait à l'époque, il y a quelques années, on a enlevé les droits de douane. Et finalement, ça n'a pas profité aux agriculteurs. Parce qu'en fait, il y a des fois des intermédiaires qui en profitent à ce moment-là et c'est pas répercuté aux agriculteurs. Deuxièmement, vous faites ça, alors ils sont revenus, donc dessus, ils ont remis les droits de douane. Et donc il y a un problème, on peut pas stratégique prendre un risque comme celui-là. Voilà. Alors, on va parler maintenant de ceux qui louent des appartements, qui sont propriétaires de plusieurs appartements, qui louent leur appartement, mais qui ne le déclarent pas obligatoirement aux impôts. Oui. J'ai beaucoup de questions de Olim qui viennent me dire, voilà, j'ai de l'argent à placer, j'ai déjà un appartement, pourquoi je n'achèterais pas et le louer à quelqu'un? Beaucoup le font ça en Israël, surtout des retraités ou autres personnes, je parle du grand public, et ils louent les appartements. Et ils disent une chose qui est formidable, c'est que quand on loue un appartement, on n'a pas besoin de payer des impôts. Et c'est faux. Parce qu'il faut savoir que si vous dépassez des fois des gens ont 2 ou 3 petits appartements, et ça arrive à 5 000 shekels, si vous louez 1 000, 1 000, à ce moment-là, vous êtes imposé sur dès le second appartement, c'est ça? Non, vous êtes imposé si l'ensemble de vos loyers dépasse les 5 000 shekels. Ah, ok. Mais de toute façon, il faut les déclarer à l'État. Et les impôts, qu'est-ce qu'ils font? Systématiquement, ils vérifient les gens qui ont plus qu'un appartement et ils regardent si cet appartement est occupé par eux ou par d'autres personnes. Et à ce moment-là, ils regardent s'il a, oui ou non, déclaré ses revenus. C'est déclaré les revenus des loyers. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les impôts publient chaque année un rapport pour dire voici les amendes qui ont été faites. Là, c'est vrai sur 2019, ils ont un peu de retard quand ils publient, mais ils veulent dire au public faites attention, sachez que là-dessus, c'est là qu'on donne les amendes. Et la plupart des amendes qui ont été données, en proportion, 84 sur 163 que j'ai vu, et même jusqu'à décembre de plus d'1 million de shekels, ont été données sur des gens qui louaient des appartements et qui déclaraient pas au fisc et qui avaient dépassé les 5 000 shekels. Il y en a qui ont dû payer, comme je dis, jusqu'à 1 million de shekels. C'est des gens qui ont fait sur plusieurs années, qui ont plusieurs appartements, bien entendu. Et ils disent, faites attention, c'est sur le grand public. Donc, ne croyez... Soyons prudents, ici, là aussi, il faut vérifier. Oui. Alors, dernier point, puisque nous approchons à grands pas de Pourim, de la fête de Pourim, vous nous annoncez que les Osnei Haman, ces gâteaux traditionnels de la fête de Pourim, sont à 160 shekels le kilo. Comment est-ce possible? Oui, d'abord, puisqu'on est, quand vous dites le mot Pourim, je peux dire qu'en Alsace, chez nous, ou en France, on ne connaissait pas les Osnei Haman, n'est-ce pas? Ni en Algérie, on ne connaissait pas. Ça vient de Pologne. C'est de Pologne. Donc, si on ne connaissait pas, c'est pas bon. Et donc, on n'est pas obligé d'en manger. Et en plus, il y en a qui disent c'est plein de cholestérol et d'autres choses. Nous, on avait d'autres gâteaux. Vous avez les nougats, nous, on avait les Pourim Kishlish. Et donc, c'est ça, c'est peut-être beaucoup moins cher que ça. Mais ça, c'est pour faire une Mais boutade. pourquoi Mais maintenant, 160 shekels chez Rouladine. C'est en vérité, je dirais, le symbole de la cherté de la vie et de quoi nous venons parler ici. 160 shekels, ça dépasse tout entendement. Oui, c'est d'abord, exprès je dis ça, il s'agit par exemple de Rouladine. Rouladine est une pâtisserie très connue, bien entendu, et c'est intéressant donc. Quand vous dites pourquoi 160 shekels, d'abord, même eux, ils ont augmenté ces 2 dernières années de 16% le prix qu'ils avaient avant. Ils étaient toujours chers, mais ils sont devenus vraiment un prix comme ça. Et devant ça, il y a eu des réactions qui d'ailleurs étaient les mêmes que ce qu'il y a eu lorsqu'on parle depuis quelques mois, et avec juste raison, du problème de la cherté de la vie en Israël. D'abord, il y a eu les meneurs d'opinion qui sont venus dire, là, en l'occurrence à des rabbins, on n'est pas obligé de manger ça à ce prix-là, c'est dommage. Deuxièmement, il y en a qui ont dit qu'il faut boycotter ce genre de prix et aller sur des marques moins chères. Effectivement, si on cherche, on trouvera des Osnei Haman à 30 ou 40 shekels le kilo, comme des roquelards normales, et donc on n'est pas... donc si les gens veulent moins dépenser pour ça, ils sont possibles. Et troisièmement, il y a aussi la presse et le gouvernement qui sont venus dire
C'est un prix exagéré et Bennett lui-même a parlé il y a récemment dans une commission du gouvernement, dans une réunion du gouvernement, du fait que les prix des Oznei Haman cette année étaient trop chers. Donc c'était intéressant de voir que ça reflétait ici tout le problème de la cherté de la vie en Israël, Purim 2022. Eh bien voilà, Purim 2022, Purim de la cherté, Purim du froid également, hein, parce qu'il fait pas mal froid cette année. Et on vous souhaite, Daniel, une bonne fête de Purim. Purim Sameach à vous et à toute votre famille. Merci d'être venu dans notre studio ce matin également. À la semaine prochaine. Merci.